Le conflit qui oppose les autorités de Kinshasa aux rebelles du M23 s'enlise. Jusqu'ici, les accords de cessez-le-feu tournent court. Retour sur cette crise qui envenime les relations entre les voisins congolais et rwandais. Au Cameroun, colère des syndicats qui exigent une revalorisation du SMIC à 60 000 francs CFA. Depuis le 15 février dernier, ils appellent à une grève générale de 30 jours. Bandakani, panafricaniste président du NMP, est l'invité du Grand 7. En deuxième partie, au côté du docteur Njewel Vanessa, épidémiologiste, focus sur la fièvre de Marburg qui a déjà fait une vingtaine de morts en Guinée équatoriale. Le Cameroun a-t-il des raisons de s'inquiéter? Le docteur Njewel aura la parole. C'est le Grand 7 rétrospective de l'actualité de la semaine traité par la rédaction de Dash News. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous le disais, à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau en première partie Bandakani, panafricaniste président du NMP. Bonjour, président. Bonjour, chère madame. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau du Grand 7. Il est partagé. Avant de lancer les hostilités, nous allons marquer le premier arrêt de cette émission. Vous l'avez compris, c'est l'instant Grand 7. Bonjour, Amandine Bonny. Bonjour Audrey, bienvenue à ce round-up de l'actualité. Nous ouvrons celui-ci en République démocratique du Congo, où les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont repris de plus belle. Les chefs d'état-major de la communauté d'Afrique de l'Est se sont réunis à Nairobi, objectif de mettre un terme au combat sur le terrain et inviter les parties à une franche communication. Au cours de cette rencontre, un nouveau calendrier prévoyant le retrait des rebelles du M23 de certaines zones de la RDC. Et puis en Guinée, au moins un manifestant est mort jeudi dernier dans la banlieue de Conakry, alors que les heurts ayant opposé les groupes de jeunes à des membres des forces de sécurité guinéennes, malgré l'interdiction de tout rassemblement par la junte au pouvoir, ont indiqué un responsable municipal et un parent de la personne décédée. En Côte d'Ivoire, réouverture ce 16 février 2023 des frontières terrestres dans le pays, fermé depuis mars 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le Conseil des ministres a indiqué que cette décision a été prise en raison de l'évolution sanitaire et économique favorable de la Côte d'Ivoire. Cap au Cameroun, où nous parlons de l'assassinat de Martinez Zogo, les chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri sortent de leurs réserves. Dans un communiqué rendu public le 13 février dernier, ils dénoncent le climat de suspicion généralisée qui prévaut ces jours et souhaitent que les coupables de ce crime crapuleux soient arrêtés, jugés et condamnés par la justice. Parlant de la même histoire, l'homme d'affaires Amougou Belinga et ses co-accusés dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo sont toujours détenus au CED. Pour complément d'enquête transféré au tribunal le 14 février dernier, le commissaire du gouvernement n'a pas prononcé leur inculpation comme attendu par plus d'un observateur, mais souhaite approfondir certaines pièces du dossier. Objectif, mieux établir les responsabilités dans l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. Voilà Audrey qui met un terme à ce round-up de l'actualité. À bientôt. Merci Amandine Bonny pour ce round-up de l'actualité. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct de Dash News et c'est votre magazine de l'actualité hebdomadaire. Et nous parlons bien sûr de la crise entre Kigali et Kinshasa, avec le retrait des rebelles. Bonjour Président, une fois de plus. Merci de m'avoir invité, bonjour. Alors, toutes les tentatives de médiation pour décrisper la crise entre, je l'ai dit, Kigali et Kinshasa se sont soldées par un échec. C'est à se demander à qui profite cette crise.
Ceux qui veulent régler le problème sont le problème. D'accord. C'est la problématique centrale de cette affaire. Ceux qui sont en première ligne pour prétendre régler ce problème-là sont ceux qui l'ont créé. De quoi est-ce qu'il s'agit? Simplifions ça pour que les téléspectateurs comprennent. On va simplifier ça au niveau de tout le monde. C'est que, historiquement, ce pays a été volé par le roi belge, un certain roi belge, Léopold II, qui était un criminel. Il a coupé les mains des populations pour exploiter le caoutchouc et il en a fait sa propriété personnelle. Et une fois qu'il l'a fait, il a décidé que ça devient indépendant. Le Congo a été indépendant longtemps avant même l'indépendance qui viendra dans les années 60, dans le cadre de l'Association internationale du Congo, qui était indépendant. Ça appartenait à Léopold II. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une société dont il était l'un des actionnaires principaux. Il a appelé d'autres personnes qui sont venues mettre de l'argent dedans. Ils se sont partagés le Congo. Et ils ont exploité le pays pendant très très longtemps. Et c'est comme ça qu'à la veille des indépendances, quand le Lumumba déclenche son combat pour l'indépendance de la RDC, ce n'est plus un pays, c'est déjà vendu. Les Belges se sont partagés ça avec des Américains, une multinationale qui, dans un conseil d'administration, bien organisé, qui contrôle ce pays. Washington, la Belgique, l'Union européenne, et la France est venue mettre sa gueule là-dedans pour avoir sa part. Alors, lorsqu'il y a la première guerre du Congo, à la chute de Mobutu, il y a la première guerre du Congo, ces mêmes pays-là utilisent donc le Rwanda et l'Ouganda comme base arrière pour conduire, n'est-ce pas, pour créer l'armée qui va affronter l'armée de Mobutu, n'est-ce pas, et mettre Kabila au pouvoir. Kabila perd. Quand Kabila arrive au pouvoir, il change d'alliance et il se retourne contre ses anciens alliés. Il fait venir le Zimbabwe, l'Angola et d'autres pays africains. On va démarrer la deuxième guerre du Congo. Jusqu'à aujourd'hui, donc, le Rwanda et l'Ouganda estiment qu'ayant été utilisé par les grands parrains de la RDC qui sont partagés le pays, ils veulent leur part. Donc l'Ouganda, le Nord Kivu, l'est de la RDC, c'est ce champ de bataille. L'Ouganda a son armée, n'est-ce pas? Le Rwanda a son armée qui agit à travers le M23 maintenant est en première ligne. Le M23 est en première ligne. L'Ouganda a aussi son armée qui est en première ligne dans la partie nord. Dans la partie nord, l'Ouganda dans la partie sud. C'est le pillage des richesses. Alors l'affaire s'est aggravée parce qu'à un moment donné, le Rwanda a paniqué parce que les relations entre la RDC et l'Ouganda semblaient aller mieux. Si tu sais ce qu'il dit. La construction de routes à Béni, tout ça et consorts. Le Rwanda a donc observé que avec cette démarche-là, les ressources que lui prélevait de manière en toute criminalité, pouvaient être détournées vers l'Ouganda. Il y a donc panique. C'est entre autres une des raisons qui a fait que le M23 relance la guerre. À vous entendre parler, Président, on a l'impression, on conclut que les accusations de la RDC sont fondées, mais Kigali n'a cessé de refuter cette thèse. Non, tu sais qu'il n'est pas crédible. Il a un problème. C'est avec Kagame qui fricotait pour renverser Kabila. Kabila fils. Ils étaient des alliés hier. Vous me direz qu'en politique, les alliances n'engagent que ceux qui y croient. Ça change à tout moment même. Quand ça change, il faut assumer les conséquences. C'est qu'il manque de crédibilité. Il n'a pas d'envergure dans ce sens pour aborder cette affaire. Il y a eu un accord entre lui et l'ancien président Kabila. Cet accord-là aurait pu créer les conditions d'une RDC très forte face à ses ennemis et à tous ceux qui lorgnent ses richesses. Mais il a cassé cet accord avec l'appui des Français, il faut bien comprendre, avec l'appui des Français et certains réseaux américains. Il a cassé l'accord. Donc pourquoi? Ce sont ces réseaux-là, justement, qui manœuvrent pour, comment dire ça, pour s'accaparer les richesses. Et le Rwanda ne peut pas le laisser faire parce que le Rwanda a des arguments qu'il met en avant. Quels sont les arguments du Rwanda? Donc, ces arguments sont inacceptables, mais il a des arguments. Il dit qu'il faut qu'il ait un prolongement pour assurer sa sécurité. Parce qu'il a les rebelles rwandais, n'est-ce pas? Les rebelles rwandais utilisent le Nord Kivu pour faire des attaques au Rwanda et préparer la guerre pour le renverser. C'est ce qu'il dit. Donc, et il dit que tant que la RDC n'arrive pas à assurer la sécurité de ces régions-là, lui, il est obligé de le faire. Or, vous savez que l'État congolais, en l'état actuel, n'est pas présent sur tout le territoire de la RDC.
Ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité. Les populations sont laissées à elles-mêmes, les populations essaient de s'organiser. Peut-être qu'il y a une multitude de bandes désarmés. Peut-être c'est parce que les groupes rebelles se sont appropriés de certains pans de zone. Oui, mais ça veut dire que si l'État n'est pas présent dans certaines zones, évidemment, les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Si elles décident de créer des milices, des groupes armés pour se défendre, ben, vous comprenez que un État qui est à la frontière et qui, lui, est bien organisé, bien armé, mais il ne va pas laisser une richesse qui est devant lui comme ça. C'est de cela qu'il s'agit. Donc le Rwanda pille la RDC depuis très longtemps, c'est connu. Pille depuis très longtemps et justifie ça par la soi-disant présence des rebelles rwandais qui, lors du génocide rwandais, vous connaissez très bien l'histoire, se sont repliés, n'est-ce pas, dans le Kivu. Donc c'est un problème régional et international. Ce n'est pas un problème... c'est pas un problème qu'on peut aborder légèrement. L'Union africaine est faible, c'est vrai qu'elle ne vaut pas grand-chose, elle ne vaut rien. Donc elle est faible, on connaît l'état de tous les pays africains. Comme d'habitude, les États africains se trouvent abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a pas une vraie solidarité africaine, il n'y a pas une véritable vision géopolitique de la part des dirigeants. Ce sont tous des petits commerçants qui arrivent au pouvoir, ils veulent d'abord s'enrichir et leurs familles n'ont pas de véritable projet pour le pays. La RDC souffre de ça, en plus de la prédation internationale. Selon vous, quels sont les enjeux de ces conflits qui sévissent à l'est de la RDC, aussi bien pour le gouvernement congolais que celui des rebelles? Sarkozy l'avait dit. Sarkozy l'avait dit. Les Américains l'ont dit que la RDC est trop grande. Il faut faire éclater la RDC en plusieurs morceaux. C'est le projet, ils l'ont dit. Ce pays est extrêmement riche, la RDC est extrêmement riche. Je ne vous l'apprends pas, extrêmement riche. Sarkozy a voulu dire que non, il faut qu'on partage ça, il faut qu'on éclate ça en plusieurs morceaux parce que bon, il n'arrive pas à garantir la sécurité de leur territoire, il n'arrive pas à préserver l'unité du pays, donc il faut partager ça. Madame Djentaye, à l'époque, sous-secrétaire américain aux affaires africaines, a dit la même chose. Donc, vous voyez que c'est un pays, les Occidentaux l'ont confisqué, ont pris ses matières premières. Aujourd'hui, ils veulent consacrer cette prédation en faisant éclater, en partageant le pays. Ils appellent ça la politique des Grands Lacs. Et la France aussi veut sa part. La France, elle veut sa part. Tshisekedi, allez voir Sébastien Trajan devant Macron, il lui a demandé de venir réorganiser l'armée de la RDC, n'est-ce pas? Vous savez ce que ça veut dire. Ce sont des propos gravissimes. Et la France a accepté, n'est-ce pas, de jouer ce jeu. Mais elle ne le joue pas pour vos beaux yeux. Si la France s'installe, elle veut sa part de richesse dans les Grands Lacs. Donc c'est un défi africain. Le malheur, c'est que les Africains ne comprennent même pas les enjeux de la RDC. Ne comprennent pas qu'aucun pays africain ne sera en paix tant que la RDC est comme ça. L'Afrique centrale ne sera pas en paix, l'Afrique de l'Est ne sera pas en paix. Il n'y aura pas de paix en Afrique. Donc il faut une vision panafricaniste digne de ce nom d'envergure. Et il faut des vrais dirigeants à la tête de la RDC. Malheureusement, il n'y a pas. Depuis Mobutu, depuis la mort de Lumumba, la RDC n'a pas eu de dirigeant d'envergure. Kabila Fils a essayé, pendant qu'un an, de faire quelque chose. Il a essayé. Il a essayé de faire un accord avec le Rwanda d'ailleurs. Il a essayé de diversifier les partenariats du pays pour essayer d'émanciper le pays par rapport à la tutelle occidentale. Mais qu'est-ce que vous savez? Il fait un accord à la fin de son mandat. Il fait un accord avec Tshisekedi. Le salut du pays aurait été que cet accord-là soit maintenu et que les deux travaillent main dans la main. Mais vous connaissez, quand vous êtes le fils d'un papa qui a appelé le Bumba Crapaud, on n'attend pas grand-chose de vous. Dès qu'il est arrivé, tout ce qu'il a fait, c'est de jouer le jeu des Occidentaux, casser l'accord et saccager, n'est-ce pas, le petit consensus que la RDC avait battu au plan politique pour essayer d'avancer. Aujourd'hui, la conséquence est là. Il n'a aucune maîtrise sur quelqu'un, mais il n'a aucune maîtrise. Il est comme, c'est-à-dire, il faut même pitié à la limite. Parlons justement de Félix Tshisekedi, président. Parlons justement du président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Pensez-vous qu'il paiera le prix de la faiblesse des réponses non apportées à cette crise qui est quand même à l'origine de l'exode des milliers de populations congolaises? Ben, vous savez, est-ce que vous êtes sûr qu'en dehors du discours, ça ne le dérange pas beaucoup, hein? Ça ne dérange pas beaucoup parce que vous pensez? Oui, bien sûr, il fait semblant de s'engueuler avec Kagame pour tromper les naïfs, mais ils peuvent s'entendre. Vous ne pouvez pas dire ça, président. Non, je le dis. Il est quand même le dirigeant je vous ai dit. Il est censé défendre les causes de ces populations. Je vous dis, c'est Kagame qui parrainait les réunions de l'opposition congolaise contre Kabila. C'est lui qui parrainait les réunions. D'ailleurs, ils peuvent tous s'entendre. Ils sont entendus, ils peuvent encore s'entendre. À partir du moment où il peut satisfaire les intérêts des Occidentaux, il ne met pas en cause
la prééminence des Occidentaux dans le pays en matière de pillage et de richesse. Il peut avoir un deuxième mandat tranquille. Vous faites la guerre, ça dérange qui? Plus il y a la guerre, plus les entreprises s'enrichissent, les matières premières sont prélevées moins chères et tout. D'ailleurs, Kabila avait réussi à imposer aux compagnies minières au moins 10%. Mais ils disent que ces compagnies minières, gourmandes comme elles sont, disent que non, c'est beaucoup. Pourtant, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, il faut prendre 80%. Mais il a seulement dit 10%, il a signé. Ils sont en train de faire pression à Tshisekedi pour remettre ça en cause. S'il cède à ça, ben, ils vont lui garantir un deuxième mandat. Puisque les hommes politiques congolais, vous pouvez Fayulu, lui, il défend les intérêts pétroliers étrangers. Tshisekedi, il est surpris d'être devenu président. Ça, il est surpris, c'est tombé sur sa tête. Non, je vous dis la vérité. Il est surpris d'être président, il ne sait même pas ce qu'il fait là. Au jour le jour, bon, son problème, ça va être de s'enrichir aussi et de partir. Je vous dis, c'est un pays, c'est un problème africain. Tant que les Africains ne comprendront pas que la RDC, qui est le cœur du continent africain, parlons comme ça, est déstabilisée et que l'Afrique sera déstabilisée, ben, ce pays va souffrir et les Africains vont continuer à souffrir. Il faut qu'on se réveille, qu'on ait une véritable pensée géopolitique, que les gens comprennent que l'affaire du Grand Lac, ça ne concerne pas seulement la RDC, ça concerne tous les pays africains, du moins d'Afrique subsaharienne. Tant qu'on n'aura pas cette solidarité géopolitique, tant qu'on ne comprendra pas que c'est unique qu'on peut s'en sortir, ben on aura des tintères à la tête de nos pays qui vont s'agiter, créer des choses comme ça. Kagame n'est pas, ce qu'il fait n'est pas sérieux. Kagame n'est pas sérieux. Nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises. On ne peut pas avoir pour politique d'aller piller un pays voisin, vous enrichir au plan personnel et croire que ça va durer éternellement. Donc Kagame n'est pas sérieux. Il a longtemps joué le jeu des Occidentaux. Lui et le président Museveni. Ben, un jour, il le payera. Non, loin de cette remise en cause que vous faites au sujet des querelles entre le président Tshisekedi et Paul Kagame, vous pensez que la pression de la communauté internationale parviendra-t-elle à résoudre ce conflit entre les deux pays voisins? Appelez-vous communauté internationale. Des bandits, des prédateurs, ceux qui pillent la RDC. Président. Non, moi je n'ai pas la langue de bois. Nous connaissons tous les éléments constitutifs de la communauté internationale. Je ne pourrais pas faire cette langue de bois. Non, moi je ne connais. Il n'y a pas de communauté internationale. Ce que vous appelez communauté internationale, des États prédateurs, des bandits internationaux qui ne brillent que par la destruction des États qui ne leur ont rien fait, le pillage des ressources qui ne les appartiennent pas et tout, ben appelez-les. Ce sont eux. Ce que vous appelez communauté internationale. Je vous dis que historiquement, ce sont eux qui ont confisqué le Congo, en ont fait leur propriété personnelle. Et qu'illégalement, vous savez que la conférence de Berlin, c'était quoi? C'était historiquement le Congo. Pour eux, l'Afrique, c'était le Congo. Conférence de Berlin, ils se sont partagés l'Afrique, ils ont créé des frontières artificielles en fonction de leurs simples intérêts. Ils se sont appropriés les matières premières, les richesses, et pour conserver ça, ils organisent des guerres, fomentent des guerres, ils placent des faux présidents à la tête des pays. Toute dynamique, n'est-ce pas, qui veut émerger dans le sens de changer les choses, on coupe la tête des leaders, on tue les gens. Vous appelez la communauté internationale, excusez-moi de vous dire ça, mais ça veut dire que c'est nous qui avons un problème. Il n'y a pas de communauté internationale. Les gens qui créent un problème, il va falloir le résoudre. C'est qui? L'ONU. L'ONU mange dans la MONUSCO tue les Congolais tous les jours. Il tue ces populations en Goma. Personne ne parle. Les populations crient, personne ne dit rien. Je dis la MONUSCO. Qui va les juger? Vous trouvez ça normal? Elles ne sont pas acceptées ça? Elles sont loin de la MONUSCO. On leur dit de partir, ils ne partent pas. Tous les jours, leurs fourgons sont remplis de matières premières qu'ils volent. Ce sont des bandits. Ils volent les matières premières. Tous les jours, on les attrape avec leurs fourgons remplis. Hein? Qui? La France? Mais elle fait partie des problèmes. Les États-Unis, sans commentaire. La Belgique, l'Union européenne. Mais il faut que nous nous regardions dans les yeux, nous les Africains, à un moment donné, il faut être sérieux. Tant qu'on ne pourra pas se lever nous-mêmes régler nos problèmes, mais ça va être là. L'Afrique serait un enfer. L'Union africaine, ça vaut quoi ce truc? Leurs salaires sont payés par l'Union européenne. C'est sérieux ça? Vous créez une organisation africaine, les salaires viennent d'ailleurs, ils attendent leur salaire tous les fins du mois comme les petits bambins. Hein? Tant que l'Union européenne ne paye pas, ils sont là comme des malheureux. Ils sont payés en euros. Ils ne sont pas des Africains, ça s'appelle l'organisation africaine, l'Union africaine. On n'a même pas besoin de construire un siège. On fait un siège, c'est la Chine qui nous offre un siège. Après, on ne sait plus que ce soit bourré de micros, mais mettez-vous à la place des Chinois. Comment les pays africains peuvent construire un siège? Les présidents africains ont tellement volé l'argent qu'un seul président se décide de financer la construction du siège de l'Union africaine. Vous voyez qu'il n'y a aucun projet. Il n'y a pas de projet d'envergure. Donc il faut que les nouvelles générations africaines prennent en charge les problèmes, épousent les combats de l'Afrique, comme les Lumumba l'ont fait très jeunes. Très jeunes, ils l'ont fait. Tous nos grands héros africains, c'est très jeunes qu'ils ont pris la responsabilité de Sankara,
Sankara, il avait 20 ans dans la vingtaine. Il était déjà très engagé, il avait compris le problème, s'est engagé. Donc il faut que les nouvelles générations africaines, si nous voulons changer nos conditions de vie, mais on va être obligé d'élever notre pensée, d'épouser des grandes causes. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est ça le malheur de la RDC. Et c'est un malheur africain, c'est un malheur international qui démontre que ce que vous appelez communauté internationale n'a aucun projet sérieux pour l'humain. En dehors de voler, en dehors de violer les peuples et de détruire des États. Ça s'appelle de la prédation. Il y a quelques mois, les États de l'Afrique, l'EAC, se sont réunis pour mettre en place un comité, une force régionale, autant pour moi. Aujourd'hui, le président, elle est critiquée, comme la MONUSCO, comme le disiez. Comment comprendre cet état des choses? Mais parce que c'est du bricolage. Il n'a aucune pensée géopolitique pour son pays. Il bricole. Cette force régionale, elle est arrivée, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle interdit à la main du Congo, de la RDC d'entrer sur les territoires qu'elle contrôle. Elle est là pourquoi? Est-ce que réellement elle est prête à se battre? Ils sont censés travailler ensemble avec l'armée congolaise. Ça ne va rien résoudre. Par exemple... ça ne va rien résoudre. C'est qu'ils invitent simplement des gens de venir prendre leur part. Et ils vont chercher à prendre leur part. Et ça va encore aggraver la situation du Congo. Le Congo va devenir un pays qui est mis sous tutelle en plein 21e siècle. C'est une mise sous tutelle, c'est grave. C'est grave. C'est un recul, on recule dans les années 50. Vous vous rendez compte? 50. Est-ce que la RDC n'a pas les capacités d'avoir une armée digne de ce nom, sécuriser son territoire? Le projet géopolitique de la communauté internationale, comme vous appelez justement, c'est tout fait qu'il n'y ait pas d'armée congolaise. Vous imaginez très bien que si un État congolais fort émerge avec une armée, mais l'Amérique va chuter. Les industries américaines vont chuter. Les industries européennes chuteront. Les marchés financiers vont paniquer, madame. C'est là qu'il s'agit. Donc il ne faut pas que la RDC ait une armée. Alors il faut appeler l'ONU qui vient voler et piller, tuer les Congolais, appeler des forces sous-régionales et ils se partagent le pays. C'est de cela qu'il s'agit. Donc c'est un désastre, c'est une honte, c'est une honte. Si vous arrivez au pouvoir, voilà votre bilan. Il a rompu l'accord avec Kabila pour aboutir à ça. Mais il est comme son père, on ne peut pas le parler comme ça. C'est une famille de traîtres. On ne peut pas vous permettre de parler comme ça d'un président sur un plateau. Ben, vous appelez président qui vous voulez, mais vous savez, un président, ça a de la valeur ou ça n'a pas de la valeur. Moi, je pose le problème sur la table. L'Afrique n'a pas de président. On a très peu de présidents. Moi, je vous le dis. On a bien envie de vous poser la question. Le tableau que vous peignez cet après-midi... On a des sous-préfets. Le tableau que vous peignez cet après-midi me pousse à vous poser la question, les populations congolaises sont-elles mal parties, président? Il ne faut pas les mentir. Il ne faut pas les mentir. Alors, ce n'est pas une question. Le fait, il est là. Elles savent qu'elles sont mal parties, hein, on ne les apprend rien. Allez à l'est de la RDC. Mais c'est un génocide qui dure depuis combien d'années? On a combien de morts? Près de 20 millions de morts. On dit 6 millions, ça fait rire. Les femmes sont violées, les enfants disparaissent, on massacre des gens. Et les gens sont à Kinshasa, ils se font appeler président. À un moment donné, on soit sérieux. Qu'est-ce qu'un président? Un président n'est pas un vaurien. C'est quand même une fonction qu'il faut occuper. Mais la RDC, ça fait pitié. Les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Personne ne les regarde. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits en RDC où les Congolais sont interdits de visiter? Moi, je vous le dis. Et personne ne les dit pourquoi. Les Congolais sont interdits de visiter les territoires de leur pays. Et les peuples congolais qui sont dans ces zones-là, on les a chassés dans un silence extraordinaire. On les massacre. Parce que ce sont des zones qui appartiennent à la communauté internationale. Interdit d'y mettre les pieds. Tu sais qu'il dit le sait, il n'en parle même pas. Il n'en parle même pas. Et il prétend qu'il est président. De toutes les façons, plusieurs médiations sont en cours. Quelle médiation? Par exemple, les accords de cessez-le-feu de Nairobi. On garde espoir pour ces populations congolaises. Mais le M23, aujourd'hui, dit qu'il va respecter. Demain, il recommence, il occupe des villes. Alors, quand on dit de négocier, ok, on va négocier quoi? Vous voyez qu'on est dans une situation où on veut partitionner de fait le pays. L'Ouganda veut sa part, elle n'est pas laissée. Le Rwanda veut sa part. La communauté internationale a déjà pris sa part. Mais madame, qu'est-ce qui va rester aux Congolais? Il va les rester quoi? Mais il y a quand même un peuple congolais. Il y a un peuple congolais. Donc ce dirigeant, le président de l'Ouganda, il n'est pas sérieux, M. Museveni. Il n'est pas sérieux. Kagame, il n'est pas sérieux. On ne peut pas encourager ça. On ne peut pas encourager ça. Il faut que les Africains s'ouvrent. Il est mieux qu'on s'assied, on discute, on fait des vrais partenariats. Vous ne voulez pas prendre un pays, vous pillez ses richesses, vous tapez le torse, vous bombez votre torse.
Si on fait ça au Rwanda, Kagame, il ne peut pas l'accepter, lui. Mais il est tranquille. Parce que comme les Blancs le font, il faut aussi qu'ils le fassent. Bon, la démarche du président Kabila était justement de susciter des partenariats comme ça avec l'Ouganda et la RDC, n'est-ce pas, pour que les pays de la sous-région s'entendent, se donnent la main, et comme ça, on est plus fort devant les Occidentaux. Vaut mieux que je partage avec toi volontairement ce que j'ai. Et on est fort dans une démarche d'unité qui sait où elle va, au lieu que toi, mon frère africain, entre guillemets, tu vas t'allier aux Blancs pour venir prendre ta part et dépecer mon pays. Ça, c'est le calcul de Kagame. C'est inacceptable. C'est comme un bandit de grand chemin. Hein? Vous avez assez tiré sur le président Félix Tshisekedi cet après-midi, président. Je parle de Kagame maintenant. Ok. Il faut dire des vérités. La situation est tellement grave, il faut parler fort. Ce n'est pas le pape seulement qui doit venir crier. Vous ne voulez pas qu'un pape vienne parler de la RDC alors qu'aucun pays, aucun président africain n'ose parler de la RDC. Chacun est dans son coin, j'ai le président dans son coin, machin et consort. Mais quand il faut tirer ces populations, là, il n'y a pas de sagesse. Mais la RDC, qui parle de la RDC? Aucun dirigeant africain n'en parle. Aucune organisation africaine ne parle de ça sérieusement. Il faut que le pape, qui a un autre problème pour la RDC, parce qu'il est parmi les voleurs et les pilleurs de la RDC. Président. Je vous donne des faits. Je ne parle pas là, je donne des faits. Les catholiques sont dedans. L'Église catholique dans le Vatican est parmi les plus grands pilleurs de la RDC. L'Église catholique belge, vous savez ce qu'elle a fait en RDC? C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui en RDC, vous voyez l'importance, n'est-ce pas, de la SENCO qui fait la politique au nom de Jésus. Pourquoi? Des gros intérêts de la Chine catholique depuis le Vatican, ils ont des gros intérêts en RDC. Je le dis, c'est la vérité. Vous m'invitez pour que je viens vous dire la vérité. Je vous dis la vérité, je ne fais pas la langue de bois. Donc, Kagame a des comportements, ça c'est du banditisme d'État. Vous n'avez pas le droit d'aller piller les richesses d'un pays, fomenter la guerre dans ce pays et justifier ça que non, cet État-là, machin. Non, ok. Il y a un problème de sécurité, on s'assoit ensemble, madame. Asseyons-nous. Et on mutualise nos forces. Dans une démarche de respect mutuel, dans une démarche dans un projet africain. Non, ça, ils ne veulent pas le faire. Museveni, l'autre du Ouganda, il passe son temps à se comporter en petit bandit. Il veut piller sa part. Et tous sont d'accord que non, il faut dépecer la RDC. Mais chacun ne veut pas construire son pays. Hein. Par contre. Vous savez? Le président Paul Kagame a estimé qu'il ne pouvait plus supporter le poids des réfugiés, tout récemment. Ça veut dire quoi? Qui se taise? Qui se taise? C'est pas ce qu'il fait. Parce que vous savez, tôt ou tard, un jour, le Congo va se réveiller. Et on va l'appeler au Rwanda que c'est un petit pays comme ça par rapport à la RDC. Il faut faire attention. L'histoire nous apprend beaucoup de choses. Il faut faire attention. Si le président Kagame veut être sérieux, il faut que les présidents de la sous-région, les présidents africains, s'essayent. Au lieu que les Blancs viennent se partager la RDC, il est encore mieux que les Africains s'essayent entre eux et disent ok, mettons-nous ensemble, on mutualise nos forces. C'est compliqué à faire ça, mais comme ils sont des marionnettes, chacun d'eux est manipulé par les Américains, par l'Union européenne, par la France, le nègre peut faire taper sur son frère, il est très fort. Et quand il voit le blanc, il lèche les crachats du blanc. C'est une honte. C'est une honte. Et le président, c'est qu'il devrait avoir honte de ce qu'il est en train de faire. C'est une honte. Au-delà, merci Président pour cette thématique de la République démocratique du Congo. Nous prenons tout de suite celle qui aborde le SMIC au Cameroun, juste après cette transition. Le 1er février dernier, le gouvernement camerounais annonçait la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 5,2% pour compenser la hausse des prix du carburant de 36 270 francs CFA à 41 875 francs CFA. Les syndicats appellent à une grève de 30 jours. Ils proposent que le salaire minimum interprofessionnel garanti passe plutôt à 60 000 francs CFA. Président, quelle peut être la portée de cette manifestation? Mais nous souhaitons qu'il grève. Il faut gréver. L'État qui est à Yaoundé ne connaît pas le problème des Camerounais. Ils jouent avec les Camerounais. Ils sont à Yaoundé, ils volent l'argent, ils s'enrichissent, ils pillent le pays, ils se moquent des Camerounais. Les syndicalistes doivent gréver, il faut une grève même sauvage. Pensez que ça va pouvoir résoudre les choses? Le problème, c'est qu'on a des syndicats qui annoncent des grèves et pour ne pas gréver. Hein? Pour ne pas gréver. Les syndicats doivent jouer leur rôle. Et leur rôle, c'est de 60 000, c'est quoi? C'est quoi 60 000? C'est une provocation.
Quand vous voyez le niveau de l'inflation, que le gouvernement n'a même pas à mesure de chiffrer, parce qu'ils ne veulent pas chiffrer, ils savent même qu'ils ne peuvent pas chiffrer, avec les faux chiffres. Président, sommes-nous en face d'un gouvernement capable de fléchir face à un mouvement syndicaliste? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si les syndicalistes sont organisés, bien sûr. Bien sûr, pourquoi? Bien sûr, ils peuvent le faire. C'est que les syndicalistes jouent leur rôle. Moi, je soutiens la démarche des syndicats. Ils doivent être quand même plus violents que ça. Ils sont trop modérés. Le dialogue social, le gouvernement camerounais, ça sert à quoi? À enrichir les ministres, pendant que les populations souffrent. Vous pouvez imaginer comment ils font pour vivre. Il n'y a pas l'eau, potable. Vous voyez vivre comme Douala. À Douala, on fait les jours sans eau à Douala. Imaginez dans la périphérie, la périphérie, les périphéries urbaines et dans les villages. Bon, les villages n'existent même pas dans leur plan. Il n'y a pas d'eau. Mais on vous donne les factures à la fin du mois. Tellement il n'y a pas d'eau, l'air qui entre dans le tuyau, à la fin, vous facture l'air. Puisque l'air, vous riez, je pense que vous avez le tuyau chez vous, vous savez de quoi je parle. Effectivement. Donc, oui, voilà. Donc, à la fin, vous avez des factures à la fin du mois qui sont plus chères alors que vous n'avez pas reçu l'eau. C'est de la provocation tous les jours. Et nous, fait ce qu'il faut, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de délestage. Matin, midi, soir, non, ils travaillent quoi? Ils font quoi? Et des gens, vous allez sur le compteur, regardez votre compteur. Il y a des sommes qui sont là, qui ne sont pas justifiées. On dit entretien compteur, 1000 francs. Vous imaginez, c'est un impôt. C'est un impôt. Pareil avec Néo. Les prix qu'on vous donne à la fin d'année, à la fin du mois, n'a aucun rapport avec votre consommation. Tout ça avec la complicité de l'État. C'est un État de classe qui fait la guerre au Cameroun. C'est une guerre économique qu'on fait aux Camerounais. Mais les Camerounais doivent se réveiller. Les syndicats sont dans leur rôle. Ils doivent être plus durs que ça. Mais comme je vous dis, bon, ils sont habitués à faire des mots d'ordre pour après ça, il n'y a rien. Qu'est-ce qui justifie cela? Ben, c'est le syndicat jaunis. Syndicat jaune, comme on dit, on les a jaunis. Vous savez, un syndicat jaune, pas comme votre habit, c'est très joli votre habit. Un syndicat jaune, c'est un syndicat semi-corrompu. Il fait le bruit, je vais gréver pour empêcher les vrais vices de gréver. À quoi bon avoir des syndicats qui ne pourront pas porter leur voix pour revendiquer des choses aussi légitimes comme le SMIC? Mais cet État joue avec le feu. À force d'avoir des syndicats faibles, vous avez affaibli, vous aurez un jour la rue. C'est ça. Vous aurez un mec de 2008. Il vaut mieux avoir des interlocuteurs solides que d'avoir des gens que vous avez, des syndicats jaunes qui jouent un cinéma, ça va marcher un temps, mais le jour, ça aura marre, ça va être très grave. Les gens vont aller entre au palais présidentiel. Il faut que les gens soient sérieux. Il faut qu'à un moment donné, dans tout gouvernement camerounais s'arrête et médite sur sa capacité à répondre aux besoins des Camerounais. C'est quoi ce qu'a fait depuis 30 ans? Les gens sont là, mais les gens étouffent. On n'en peut plus. Les gens étouffent. Maintenant, à Yaoundé, des gens sont là, ils ne foutent rien, ils volent des milliards. Mais les ministres là, ils connaissent l'inflation. C'était moi un ministre qui connaît l'inflation. C'est le ministre là. Ils volent, ils pillent le pays et puis ils s'amusent avec les Camerounais comme ça. À un moment donné, il faut que ça doit s'arrêter. Si un gouvernement est incompétent, il démissionne. Ou on le fait démissionner. Ce gouvernement-là est incompétent. L'incompétence est là. Alors que le président tire les leçons. Il faut qu'il les renvoie au quartier, il fait un gouvernement de personnes qui vont s'occuper des problèmes des Camerounais. C'est quoi ce pays où il n'y a pas avoir de l'eau, c'est un problème. Avoir le cité, c'est un problème. Dormir chez soi, c'est un problème. Et les gens vous demandent, il y a un gouvernement qu'il faut respecter. C'est quoi ça? Ça ne peut pas continuer comme ça. Président, les syndicats demandent au gouvernement camerounais de fixer le SMIC à 60 000 francs CFA en lieu et place des 42 000 francs CFA annoncés. Lorsque nous regardons les pays voisins, on est en droit de faire une petite comparaison avec, par exemple, le Gabon où nous sommes à 150, où le SMIC est fixé à 150 000 francs CFA, ou la Guinée équatoriale 97 000 francs CFA. Dont vous parliez tout à l'heure du contexte inflationniste qui prévaut au Cameroun. Comment le Camerounais moyen parviendra-t-il à joindre les deux bouts avec 60 000 francs CFA? Est-ce que les mouvements, les syndicats ont-ils pesé la balance? Pourquoi c'est vrai, la proposition peut être rejetée comme elle peut être acceptée. Nous ne faisons pas nous ne sommes pas pessimistes. Donc, pourquoi les syndicats proposent 60 000 francs CFA? Je voudrais parler des syndicats jaunes. C'est-à-dire que le gouvernement crée ces syndicats et ils font le cinéma.
C'est le travail de Grégoire Bonan. Le ministre du Travail, c'est son travail. Il est très fort pour ça. Président. Et il appelle ça dialogue social. Dialogue de quoi? On regarde ça par le dialogue. Le niveau de vie des populations découle soit des luttes sociales qu'on mène sérieusement, soit de l'action d'un gouvernement responsable et conscient. Ce n'est pas le cas de Yaoundé. Ils ne pensent qu'à eux. On appelle ça une guerre de classe. Les Camerounais n'ont pas beaucoup de culture politique. Quand on parle de guerre de classe, ils pensent comme blague. Le gouvernement se comporte comme une classe sociale qui fait la guerre aux Camerounais. Tant qu'ils s'arrangent avec le FMI et les étrangers, ils peuvent nous tuer, ils peuvent nous faire la guerre. C'est une classe. Regardez leur mode de vie. Ils s'arrangent là maintenant pour remplacer le président et prendre sa place. Et ça va être même très grave. Ça va être même très grave. C'est une classe. Ils font le budget pour leurs intérêts. Qu'est-ce que c'est que vous faites le budget, vous n'êtes pas là? Ils s'asseyent entre eux, les fonctionnaires. Il faut un budget à l'avantage des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires surtout. Et nous, on travaille, vous travaillez, ils ne prélèvent pas les impôts, ils se partagent ça. C'est quoi l'affaire Martinez-Zego? C'est quoi les audits que le président a commandés? C'est quoi les scandales de la CAN? Tous ces scandales-là, c'est quoi? C'est tolérable ça, hein? Covid-gate. Tous ces gens, c'est pas tolérable. Les Camerounais laissent, parce qu'on n'est pas organisé, c'est tout, on est mal organisé. Le salaire dépend des rapports de force entre les travailleurs et les patrons. Il n'y a pas tout ce que les syndicats font là, ils bavardent. Le rôle des syndicats, ce n'est pas d'aller bavarder. Ce sont des syndicats de bavards. Un syndicat, avant d'aller s'asseoir, met les gens dans la rue. Un vrai syndicat, on va aller s'asseoir, met les gens dans la rue. Quand le gouvernement voit les gens dans la rue, quand il vient s'asseoir en face de toi comme ça, il tremble. Mais les gens sont dans les bureaux. Ils sont des syndicats, ils sont toujours en veste, ils sont dans les bureaux. Leur rôle, c'est de faire le dialogue social. C'est-à-dire qu'ils vivent du dialogue social. C'est quel dialogue qu'il y a ici? Vous dialoguez avec un gouvernement qui s'en fout des Camerounais. Ils s'en fichent des Camerounais. Dès qu'ils ont leur salaire, dès qu'ils peuvent voler les milliards, c'est un problème. Ils n'ont pas de problème. Et plus ils sont riches, plus ils s'organisent. Demain, après le président Biya, ils prendront le pouvoir, ça va continuer. Ça va continuer. Le mouvement syndical... Le dialogue peut être leur méthode. Quel dialogue? Je dis qu'il n'y a pas... Est-ce qu'on règle le problème du travail par le dialogue? Vous pensez que la solution... Ceux comme nous, on entend des bêtises comme ça. Ceux comme nous, on entend des bêtises comme ça. Je veux dire que quand un syndicat veut discuter avec un État, il met d'abord les gens dans la rue. Vous pensez que c'est toujours la solution de descendre dans la rue, président? Je vous repose la question. Mais est-ce qu'on est dans la rue pour renverser le gouvernement? Il y a des conséquences. Est-ce qu'on va dans la rue? Quand un syndicat va dans la rue, ce n'est pas pour renverser le gouvernement. C'est pour poser des revendications. Attends, les droits syndicaux, c'est valable quoi? Les Camerounais se vendent, dans la Constitution, leurs droits sont garantis. Ne confondez pas, il y a les gens qui vont dans la rue pour renverser l'État. Nous, on ne parle pas de ça ici. Effectivement. On va aussi dans la rue pour dire que la vie est chère, pour demander pour imposer à l'État des performances sociales, des performances socio-économiques. C'est ça le mouvement syndical. Maintenant, si l'État est têtu, à un moment donné, le peuple va sortir dans la rue pour dire ok, on ne veut plus de vous. Mais a priori, un syndicat n'est pas dans la rue pour renverser un gouvernement. Non. C'est pour créer un rapport de force. Et maintenant, aller discuter. C'est ça le bas. Donc, il ne faut pas criminaliser la rue. Hein. Moi, je me méfie des mouvements de rue qui veulent renverser les États. Parce que là, vous allez jouer le jeu de la communauté internationale qui fait les coups d'État partout. C'est pas de ça qu'on parle. Mais quand les syndicats, les vrais syndicats vont dans la rue, ils ont notre soutien. Vous comprenez? Parce qu'un vrai syndicat n'est pas un parti politique. C'est un syndicat. Vous voyez bien la nuance, non? Je vois. Voilà. Bon, au Cameroun, l'État camerounais a opté pour un libéralisme sauvage. Je dis sauvage. À la limite même de villageois. Ils ont basculé dans le libéralisme et ils demandent aux syndicats, venons on discute, mais ne remettez pas en cause l'option de l'État. Cette option, c'est que le patron, c'est un dieu. On a démantelé toutes les garanties que les travailleurs avaient dans ce pays. On a liquidé l'inspection du travail de manière progressive. Or, l'État a fait ça au début, il croyait que c'était une bonne chose. Mais nous avons dit à l'État depuis que la démocratie, ce n'est pas seulement une démocratie institutionnelle, on fait des élections tous les 5 ans. Ce n'est pas la démocratie. Une démocratie, il y a la démocratie sociale. Or, l'État camerounais, alors que le projet du président Biya, si on lit son livre, c'est un État social. C'est ça le libéralisme communautaire. Mais non, le libéralisme communautaire est devenu libéralisme sauvage. Le LDPC et son président ont renoncé à leurs idéaux originels. Quand vous lisez le livre libéralisme communautaire, allez lire ce livre, moi je le lis plusieurs fois. Allez voir la pratique de l'État. Il y a un décalage extraordinaire. On a l'impression que ces gens-là sont nés dans la richesse. La plupart des gens camerounais viennent de familles pauvres, madame. Nés de familles très pauvres. C'est la solidarité nationale qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Mais une fois là,
Ils cassent le pont. Ils cassent l'ascenseur social. Ils cassent tout ça. C'est une honte. On n'oublie pas d'où on vient. Où est passé le côté communautaire et social du libéralisme tant vanté par le RDPC et son bureau? C'est passé où? C'est une défaite, c'est honteux ça. Quand on regarde aujourd'hui la situation des Camerounais, ça fait mal. Ça fait mal. On se dirige vers... Ils font tellement d'efforts. Depuis 30 ans, il faut que faire les efforts. Quand on parle d'une économie résiliente, elle n'est pas résiliente parce que les fonctionnaires sont rendus. Ils font quoi? On doit le voler. Ce sont les Camerounais qui travaillent nuit et jour. Mais où est la contrepartie de leur travail? À un moment donné, il faut quand même que les gens, si des gens méritent d'avoir le nom du gouvernement, mais qu'ils se regardent dans un miroir. Dans un miroir. Un État, ce n'est pas seulement violenter la population sur le plan économique et social, prélever les impôts. Non, il y a une contrepartie à donner. La contrepartie est très faible. Très très faible, surtout en termes des biens de première nécessité. C'est très faible. On construit les routes, ça profite à qui? Les multinationales. La population veut de l'eau, madame. Elle veut des bonnes écoles. Elle veut de l'électricité. Elle veut des vrais soins dans les hôpitaux. Mais c'est bien beau, le président dit on a fait ça, on a fait ça. Oui, on a construit les hôpitaux. Oui, mais vous avez construit. Qui entre dedans? Et quand on entre dedans, là, on est bien soigné. Les coûts. Si bien que le Camerounais qui va à l'hôpital, c'est quand il va mourir. C'est quand il va mourir qu'il part à l'hôpital. Parce que les coûts sont chers. Mais nous sommes des pères de famille, on sait de quoi on parle. Les coûts sont chers. L'électricité. Hein? Ça vient par morceaux. Par morceaux. C'est par morceaux. Pourtant, on a construit les barrages. On nous a vanté que, ok, Membélé est mis en service. Dès que Membélé est mis en service, délestage. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des problèmes à un moment donné. On a besoin d'un gouvernement sérieux. Et il faut que le président prenne ses responsabilités. Qu'il prenne ses responsabilités, il constitue un gouvernement de mission qui va s'occuper des Camerounais. C'est trop s'occuper des Camerounais, prendre en charge les problèmes des Camerounais. Et laisser le cinéma dialogue avec les syndicats. Ils font quel dialogue? Vous voyez aujourd'hui au 21e siècle de Camerounais que c'est 60 000. Ça veut dire quoi ça? C'est une honte de dire des choses comme ça. Donc, le SMIC, c'est quoi? Le SMIC, c'est une décision que l'État prend pour dire comme, ok... 60 000 peut-être mieux que 42 000. Oui, mais ça parce que l'État dit ça. L'État doit vous dire que on appelle ça, c'est le papier. L'État dit, ok, pour se vanter, que bon, j'ai un salaire minimum garanti, se vanter, alors on prend un papier, on dit c'est une loi. Mais ça fait rire. Mais sur le terrain des entreprises, c'est le rapport de force entre les travailleurs et les patrons qui détermine le salaire. C'est connu, qui détermine le salaire. Donc quand vous avez privilégié les patrons, que l'État lui-même au service des patrons, des riches, et que l'État n'aime pas les pauvres, il combat les pauvres, ben alors, c'est pas le dialogue. Ça. Vous me regardez, vous dites que je suis pas sévère, j'ai dit la vérité. Merci, Président. C'est moi qui vous dis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Cet échange a été fort édifiant pour nous et je suis sûr pour les téléspectateurs. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. J'étais très content d'être en compagnie d'une grande journaliste. Merci. Nous allons marquer le 3e arrêt de cette émission, mesdames et messieurs. Le 10 février, le ministère de la Santé publique tirait la sonnette d'alarme. Une fièvre hémorragique à ce stade non identifié avait fait 20 morts dans 2 villages de la Guinée équatoriale à la frontière avec le Cameroun. Mesure d'urgence, restreindre les mouvements à la frontière. Moins de 72 heures après, la Guinée équatoriale confirmait que la fièvre était provoquée par le virus Marburg. On fait le point avec Larissa Libom. Le 10 février, Manaouda Malachi, le ministre camerounais de la Santé publique, lançait l'alerte. Le Cameroun prenait des mesures face à cette maladie dont le nom n'avait pas encore été identifié. La peur et l'incertitude s'étaient alors emparées de la population camerounaise, alors que le gouvernement annonçait pour la toute première fois une vingtaine de décès inexpliqués dans des villages frontaliers du Cameroun, des districts sanitaires d'Ambam, Kiossi et Olamzé, dans la région du sud Cameroun, et la province de Kietem en Guinée équatoriale. Le gouvernement de ce pays voisin, par l'intérimaire de son ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale, Mitora Ondo, a déclaré qu'environ 9 personnes ont perdu la vie du fait de ce virus, une fièvre hémorragique presque aussi mortelle qu'Ebola. Afin d'éviter la propagation de cette maladie, le gouvernement du Cameroun et les autorités administratives ont annoncé une restriction des mouvements à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale, invitant la population à appeler un numéro vert en cas de suspicion de décès dans les localités voisines de la Guinée équatoriale. Dans le communiqué, le ministre Manaouda Malachi, en outre, appelle la population à se laver régulièrement les mains à l'eau et du savon, surtout
après manipulation d'animaux ou alors après avoir pris soin d'une personne présentant des symptômes de fièvre hémorragique. Le virus de Marburg appartient à la fièvre hémorragique de la famille des virus Filoviridae, transmis à l'homme par les chauves-souris frugivores et se propage chez l'homme par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées. Le virus est considéré comme extrêmement dangereux et l'Organisation mondiale de la santé le classe comme agent pathogène du groupe de risque 4. Je vous le disais au sommaire, à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Dr Njewel Vanessa. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, c'est bien cela? Effectivement. Alors on vous pose la question, on parle de cet après-midi du virus Marburg. Le Cameroun a-t-il des raisons de s'inquiéter? Effectivement, le Cameroun a des raisons, beaucoup même, de s'inquiéter du fait que ce virus est en train de rôder autour de nous, puisque nous sommes un pays où nos frontières sont poreuses. Il y a facilement des communications entre les habitants de la Guinée et celles du Cameroun, effectivement. Restreindre le mouvement des personnes peut aider à contenir cette épidémie? Oui, effectivement. On l'a vu avec le cas de la grande pandémie. Coronavirus. Corona, qui on a décidé de restreindre les déplacements. Et ça a permis à ce qu'on puisse contenir quand même la maladie. Parce que le souci dans ce genre de pathologie virale, c'est que la contamination est interhumaine. Donc c'est l'homme qui donne à son collègue, à son frère, il faudrait couper la chaîne de communication, la chaîne de transmission. Et pour couper cette chaîne, c'est d'abord arrêter un peu toute circulation. Bon, maintenant, il y a aussi ce que actuellement on entrefait au Cameroun, c'est-à-dire la surveillance des cas qui permettent aussi de pouvoir avoir une idée exacte si le virus est en train d'être amené dans le pays. Et rien qu'avec ça, on peut éviter d'arriver au niveau de couper les frontières complètement. J'ai l'impression que je suis allée un peu vite en besogne. Parlez-nous d'abord, docteur, du virus Marburg. Le virus Marburg, c'est un virus de la même famille que le virus Ebola. C'est un virus similaire. Similaire, oui, à ARN, bipolaire négatif en fait. C'est un virus qui se transmet, qui est arrivé chez l'homme par la chauve-souris qui mangeait des fruits et qui a dû contaminer cet fruit. L'homme s'est retrouvé en train d'ingérer ces fruits-là. Et maintenant, la contamination interhumaine se fait de personne en personne. Elle crée une fièvre. Ça, ce sont déjà les symptômes. Elle dit on a une fièvre après deux jours. On se retrouve en train d'avoir une fièvre très intense, accompagnée des céphalées. Après, il y a des crampes, des douleurs abdominales, des diarrhées. Et après, il est suivi souvent à partir du 7e au 9e jour, la période maintenant hémorragique, c'est-à-dire les saignements un peu de partout. On peut le retrouver au niveau du nez, des vomissements, au niveau des selles, des gencives aussi. Un peu de partout, la personne se met à saigner. Et après 9 jours, on peut avoir un décès. 9 jours? Oui. Et bon, pourquoi on dit virus de Marburg? Il faudra savoir que virus de Marburg, c'est parce que son nom vient de la ville de Marburg, en Allemagne. En Allemagne. Où pour la première fois, il y avait eu ce virus, et c'était dans cette ville. Donc il y avait Marburg et Francfort. Bon, on a donné le nom à la ville le nom de ce virus à cette ville-là. D'accord. Et j'aimerais savoir, jusqu'ici, il n'y a pas de traitement. Comment prévenir ce virus quand on sait que c'est une fièvre dangereuse qui impose une course contre la montre? Comment prévenir le virus? Tout comme tout autre virus. Et je suis un peu gênée souvent parce que je répétais encore dernièrement à la population camerounaise que si on n'a pas pu contrôler, se prévenir du choléra, du coronavirus, j'ai bien peur que si ce virus arrive ici, on sera vraiment en danger. Parce que la population n'arrive pas toujours à avoir ce que j'appelle les mesures de contrôle, les mesures de prévention. Laver les mains.
avoir le réflexe de laver les mains, utiliser le gel hydroalcoolique, savoir éviter le contact avec les autres, surtout que c'est une maladie qui se transmet par les sécrétions. Donc les salives, il faut arrêter de s'embrasser n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, des rapports sexuels non protégés, parce que même dans le sperme, ça se retrouve aussi ce virus. Il faut... Ah bon? Oui. Dans tout ce qui est sécrétion de l'organisme, ce virus va se retrouver. Il faut éviter le contact direct avec les fluides comme le sang. Si vous voyez peut-être des aiguilles, le salon de coiffure, nos femmes qui ont tendance à tresser avec l'aiguille, elles peuvent aussi se faire facilement contaminer comme ça. Donc, évitez vraiment tout ce qui peut te mettre en contact avec les sécrétions, les fluides d'une autre personne. Ça, c'est la première prévention. Je parlais il y a quelques instants de course contre la montre. Est-il évident de prévenir une maladie ou alors de valider un vaccin candidat lorsqu'on ne sait pas véritablement quel peut être le traitement? Oui. Actuellement, je crois que la Guinée est en train de réfléchir parce que je crois qu'il y a 2 laboratoires, Janssen et un autre laboratoire qui sont en train de bagarrer pour mettre sur pied un vaccin. Mais il y a la grosse crainte aussi que, comme on dit, c'est la course vers la montre. On a vu en Angola, par exemple, lorsqu'il y avait le virus Ebola, en septembre 2022, le temps qu'on puisse mettre tous les accords avec tous les principes, pour mettre un vaccin, pour qu'un vaccin puisse être l'essai d'un vaccin dans un pays, il y a énormément de protocoles à suivre. Le temps que le protocole donne, le virus... Quelles sont les différentes procédures, docteur? C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Je ne peux pas les citer là comme ça maintenant, mais il faudra savoir, il y a d'abord l'accord, l'éthique, parce que l'éthique compte beaucoup. Il y a l'accord des pays, il y a l'OMS qui doit donner aussi son accord, il y a la population à qui on va... On parlait de course à la montre, tous ces accords-là. Voilà. Nous attendons des vaccins alors que les personnes sont en train de mourir. Oui, mais on ne va pas... Vous savez, on ne peut pas inoculer des choses sans que pourtant on soit sûr que ce qu'on va mettre dans votre organisme vient vous protéger et ne va pas peut-être demain créer autre chose. Voilà. Effectivement. Donc il faut qu'on se rassure de tout ça avant de vouloir maintenant inoculer quelque chose dans l'organisme d'une population. À ce jour, la Guinée a été obligée de placer plus de 4000 personnes en quarantaine. C'est une réponse efficace? Oui. Ils ont mis 4000 personnes et ils suivent les directives. Hein. Dès qu'on a un cas suspect, tous ceux qui ont été en contact avec ce cas doivent obligatoirement être en quarantaine. Et tous ceux qui ont même traité ce cas, eux aussi doivent être aussi en quarantaine. Donc ils sont en train de suivre les directives et c'est parfait. Je pense qu'ils ont pour une première, parce que c'est une première pour la Guinée, de faire ce type d'épidémie. Une première, vraiment, ils suivent exactement ce qu'il faut faire et c'est un bravo pour eux. Je suis sûre qu'ils arriveront à contenir rapidement cette épidémie-là. Selon l'organisation, docteur, selon l'Organisation mondiale de la santé, son taux de létalité varie entre 24 et à 80% en fonction des épidémies. Peut-on concrètement dire quand est-ce qu'une épidémie va prendre fin? On ne peut pas déclarer, on ne peut pas donner une date pour dire voici à tel moment une épidémie parce que il y a ce qu'on appelle les mutations. Les virus, des fois, la plupart du temps, se mettent à muter. Et dans les mutations, l'épidémie peut durer ou peut vite s'arrêter aussi. Donc, il n'y a pas vraiment une date précise pour dire que à tel moment, l'épidémie va s'arrêter ou quoi que ce soit. Vous regardez la preuve. Aujourd'hui, même jusqu'à présent, on a toujours le choléra. Le choléra, c'est une épidémie, c'est toujours viral. Et on n'arrive pas... On essaie de vivre avec. On essaie juste de vivre avec parce que... Non, on ne devrait pas. On ne devrait même pas. Parce que c'est simple. Le choléra, il peut s'arrêter. Il peut s'arrêter. Oui.
Il y a des pays qui ont réussi à carrément à éliminer le choléra dans leur pays. Il peut s'arrêter. C'est juste qu'on a une population qui n'est pas assez instruite. On a un manque d'eau aussi. Il y a aussi manque d'urbanisation parce que le choléra n'est pas qu'un problème de santé. C'est un problème qui touche tous les secteurs. C'est-à-dire tous les autres ministères devraient s'impliquer pour pouvoir... Il y a également l'ignorance des populations, docteur. Oui, comme je dis, oui. Beaucoup de personnes ne savent peut-être pas qu'il faut... les méthodes préventives du choléra, beaucoup de personnes ne savent pas. Là, on en appelle à la sensibilisation des autorités sanitaires du pays. C'est ça le problème. Le choléra n'est pas qu'un problème de santé. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé. Le choléra doit être pris c'est multisectoriel. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend. Voilà, donc c'est-à-dire le ministère des Mines devrait être introduit, le ministère de l'Urbanisation, la mairie, le préfet. Les mines? Oui, parce que c'est de l'eau potable. En même temps, la communication, comment se fait-il qu'on se retrouve par exemple en train d'avoir... dans une ville comme Douala, les gens qui creusent le forage là, voilà. Et quand on creuse le forage, on ne tient pas compte des canaux et tout ça. Je crois que ça relève aussi du ministère des Mines, je crois, je ne sais pas trop, mais je sais que tous ces ministères devraient être introduits à l'intérieur et pouvoir arranger à ce que le pays puisse avoir de l'eau potable venant des puits, des forages, des canalisations et même encore, même venant de nos rivières et fleuves. Alors, le Cameroun doit vraiment, véritablement tout mettre en place, docteur, pour éviter la propagation, éviter que le virus se déporte de la Guinée équatoriale au Cameroun. Actuellement, le Cameroun l'a fait et le Cameroun est prêt. Le Cameroun est vraiment prêt. Le ministre de la Santé publique a vraiment réagi au tic au tac. Je crois qu'on a cette chance d'avoir plusieurs acteurs et les districts sont en train d'être formés actuellement pour pouvoir détecter, s'il y a ne serait-ce qu'un cas. La détection sera très rapide et le signalement au niveau du ministère. On a même des laboratoires qui sont déjà prêts pour, lorsqu'on a un cas, de venir faire l'analyse et nous dire effectivement si le virus Marburg que nous avons ou pas. Donc tout est déjà mis sur pied, on est en alerte, parce que c'est comme ça qu'on dit en épidémiologie. Lorsqu'un pays se rend compte qu'il peut être susceptible d'avoir une épidémie, voilà. Alors il se met en alerte et en alerte il déplore tout ce qu'on est en train de faire actuellement, les réunions, la formation des acteurs, l'équipe d'intervention rapide que nous appelons notre EIR, qui n'est pas différent du BIR. Alors on peut dormir tranquille, les Camerounais peuvent dormir tranquille. Dormir tranquille, ça veut dire que... Ou alors... Nous devons faire nos méthodes de prévention, nous, pour éviter, parce qu'il y a les Guinéens, il y a les Camerounais. Actuellement, le Cameroun, il y a beaucoup de Camerounais qui sont en train de rentrer, qui étaient en Guinée, qui sont en train de revenir. Je crois qu'il y a un rapatriement qu'on est en train de faire depuis un bon bout de temps des Camerounais. Donc, ces gens, on ne sait pas s'ils sont en santé ou pas. Donc, il faudrait déjà savoir qu'ils sont en circulation aussi dans le pays. Donc, pour l'instant, remettons les mesures de prévention rapides, laver les mains, éviter les fluides. Si on peut même reporter nos cachinés, peut-être pour certains, reporter vos cachinés pour pouvoir éviter d'attraper, parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez être le premier cas qui se signale dans le pays. Merci, merci docteur Ndjewel Vanessa d'avoir accepté notre invitation.
C'est au plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Grand 7. Ah, merci à vous encore et merci à tous ceux qui nous écoutent. Nous tenons juste à souligner, à donner cette information à nos téléspectateurs. Les épidémies de Marburg se sont multipliées sur le continent ces dernières années. Les plus importantes ont été enregistrées entre 1998 et 2000 en RDC. 128 morts ont été enregistrés. 2004 et 2005 en Angola, 277 morts. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette émission. Donnons-nous rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 12h pour d'autres thèmes. Au revoir.